Troisième table ronde de l'après-midi. On va se parler de la stratégie du choc pour faire parler de l'écologie sur les écrans, sur les timelines, sur les smartphones, un petit peu partout. J'ai le plaisir d'accueillir Cécilia Rinaudot, qui est coordinatrice générale de notre Affaire à tous. Vous allez évidemment nous expliquer de quoi il s'agit, si vous ne le savez pas dans la salle, et également Sébastien Arsac, qui est directeur des enquêtes chez L214. Alors, d'abord, je vais commencer par une question très simple. Est-ce que vous pourriez m'expliquer très concrètement ce que ça fait, la coordinatrice générale de notre Affaire à tous? Merci et bonjour à tout le monde. Alors déjà, pour parler un petit peu de notre Affaire à tous, pour ceux qui ne connaissent pas, donc notre Affaire à tous s'est fait connaître avec l'affaire du siècle, quand on a lancé cette action en justice contre l'inaction climatique de l'État français, avec 3 autres organisations partenaires, qui étaient, du coup on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais qui a été vraiment un gros moment médiatique. On a utilisé différents leviers pour faire parler de cette action-là. Et moi, du coup, évidemment, mon rôle en tant que coordinatrice, c'est un petit peu de piloter toute la stratégie de l'association, d'accompagner les équipes dans la mise en œuvre des différents projets. Et puis après, comme on est une petite équipe, évidemment, ça prend un spectre d'activités assez large, des relations partenaires, financement et autres. Est-ce que je peux dire que l'une de vos préoccupations, c'est d'essayer de réussir à rendre le droit sexy et à faire exister le droit médiatiquement? Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on a choisi le droit comme levier d'action pour lutter contre la crise climatique, pour justement faire émerger des responsabilités face aux pollueurs majeurs, face aux plus responsables de la crise climatique, parce que justement la problématique actuellement, une des problématiques majeures dans la lutte contre le dérèglement climatique, c'est que les plus responsables ne se sentent pas suffisamment contraints, assez vite d'agir, et le droit a cette possibilité là de la justice en tout cas peut avoir ce rôle-là de contraindre à agir, et c'est pour ça qu'on l'utilise dans tous les secteurs, donc contre l'État français, mais aussi contre les multinationales, contre des actions plus locales également, et aussi avec cette vocation de transformer le droit pour avoir un droit qui soit plus protecteur de l'environnement, donc avec toutes ces questions de reconnaissance du crime d'écocide, de reconnaissance des droits de la nature, d'intégrer le climat dans la Constitution, pour qu'on ne soit plus justement en réactive pour lutter contre ces projets-là, mais que le droit en fait nous empêche ces projets-là d'exister. Sébastien Arsac, ça veut dire quoi être directeur des enquêtes chez L214? Est-ce que vous pouvez être le plus concret possible? Alors, L214, donc on s'intéresse aux animaux d'élevage, donc qui sont élevés, transportés, tués dans les abattoirs. Donc notre travail, c'est d'apporter des images, de l'information pour montrer justement comment on fait naître ces animaux, comment on les transporte et comment on les tue dans les abattoirs. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller sur le terrain, rencontrer des lanceurs d'alerte, puisqu'on a souvent des personnes qui viennent nous contacter pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Ça peut être des personnes qui travaillent dans les lieux d'élevage, des personnes qui sont en intérim, qui font du service à l'élevage, d'aller à leur rencontre, de vérifier la véracité, leur témoignage, le sérieux de leur témoignage, et via ce travail d'enquête, d'investigation, essayer de contourner l'opacité des filières de la viande, qui essayent à tout prix de cacher en fait les conditions d'élevage qui sont en France, pour la grande majorité, des conditions d'élevage intensifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 80% des animaux, toutes espèces confondues, qui sont élevés dans des bâtiments fermés sans jamais avoir accès à l'extérieur. Et évidemment aussi contourner l'opacité des abattoirs, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire rentrer une caméra ou un journaliste dans un abattoir, c'est très compliqué. Il y avait Anne Deloisy, qui était journaliste, qui a fait un bouquin sur Bon Appétit, ou comment la filière viande nous mène en barquette, avait envoyé un courrier à tous les abattoirs de boucherie de France et avait reçu 0 réponse positive pour aller simplement documenter et voir comment sont tués les animaux. Est-ce que tous les moyens sont bons de votre côté pour enquêter? Jusqu'où vous allez là-dessus?
tous les moyens sont bons. Non, enfin, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est juste montrer la réalité. Donc, on n'est pas une association qui fait des actions qui sont répréhensibles du point de vue de la loi. On essaye de faire un travail qui s'apparente beaucoup, de notre point de vue en tout cas, un travail journalistique, c'est-à-dire simplement, alors ça peut effectivement aller jusqu'à infiltrer un abattoir, se faire embaucher, ce que j'ai fait moi-même dans un abattoir Charal, pour simplement montrer comment étaient tués les animaux, transportés, enfin déchargés depuis les camions jusque leur mise à mort avec la section des artères carotides, voilà. Et ce travail-là, effectivement, il est difficile, il est quelque part un petit peu dangereux aussi, il nous met en danger, mais pour nous, c'est un travail qui est nécessaire. Et pour nous, ce travail-là, il doit s'appuyer après sur la conscience collective, c'est-à-dire à chacun après, en fonction de ces images, nous on est là juste pour montrer, pour donner des informations. Alors ça peut être des images du terrain, mais aussi des documents scientifiques. Ça peut être de croiser ça avec les modes d'élevage, des documents de la profession. Et à un moment donné, après, c'est chaque consommateur, citoyen, qui, avec ces images, va dessiner à son âme et conscience. Mais nous, on essaye d'être cet intermédiaire et d'essayer de lever un voile sur la réalité de ce que vivent les animaux aujourd'hui en France. On va prendre un moment pour se parler de vos relations avec les journalistes. On est là ici à Média en Scène aussi pour ouvrir un petit peu le capot de comment se fabrique l'information, comment se fabriquent les interactions entre associatifs, médias. D'abord, une question assez ouverte. Est-ce que, Cécilia, peut-être, vous pourriez nous raconter comment aujourd'hui vous travaillez concrètement avec des journalistes. Votre action, elle est lancée dans une affaire judiciaire, juridique, qui est souvent compliquée à traiter médiatiquement. Il y a une première décision qui fait beaucoup parler, et puis après ça, dans les rédactions, une info en chasse un petit peu l'autre. Comment vous faites aujourd'hui dans votre travail pour essayer de maintenir cette attention, alors journalistique ou auprès d'influenceurs également, qui est un levier que vous utilisez beaucoup? Alors, ça dépend vraiment des sujets, puisqu'on travaille, comme je disais un peu tout à l'heure, sur différents sujets. De manière générale, c'est vrai que quand on va lancer une action ou lancer un projet, on va toujours essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'intégrer au maximum dans l'agenda médiatique. C'était le cas notamment de notre dernière action en justice contre l'État français pour inaction face à l'effondrement de la biodiversité qu'on a lancé au moment du congrès de l'IUCN, puisque c'était justement le congrès mondial de la biodiversité. L'IUCN, il faut préciser. Et voilà, donc ça veut dire. C'était le congrès mondial de l'IUCN par l'Union internationale de la conservation de la nature. Et donc, du coup, c'était un moment, une conférence mondiale sur les questions de biodiversité. Donc, on savait que l'attention médiatique allait être autour de ces questions de biodiversité pendant cette semaine-là. Donc, c'était un moment pour nous de pouvoir... c'est un moment opportun pour lancer cette action-là, parce qu'on savait que l'attention médiatique allait être là. Par contre, évidemment, des fois, c'est pas, comme on s'inscrit beaucoup dans un calendrier juridique, on n'a pas toujours ces moments-là où on peut se servir de ce calendrier médiatique. Et donc, c'est à nous de créer aussi les opportunités. Quand on a lancé l'affaire du siècle, c'était en plus juste avant les fêtes de Noël. Donc, pas forcément le meilleur moment pour lancer une action. Mais là, on a eu plusieurs facteurs qui ont contribué au succès de cette action-là. C'est-à-dire qu'on avait fait une vidéo pour essayer de vulgariser cette action-là, de la faire connaître le plus simplement possible, pour essayer de montrer l'importance de cette action en justice, qui était la première de ce genre-là contre vraiment la politique climatique de l'État français. Donc on avait cette première vidéo qui était faite avec beaucoup d'artistes, d'influenceurs. C'était la première vidéo de ce genre-là, avec autant de personnalités différentes qui se sont mobilisées pour faire connaître cette action. Plus la pétition aussi qu'on a lancée au même moment, qui a été une pétition qui a été signée par 2,3 millions de personnes. Donc c'était la pétition la plus signée de l'histoire de France. Ça couplé au fait que évidemment donc c'était une nouvelle action assez inédite par son ampleur, par ce qu'on cherchait à obtenir en attaquant l'État en justice et en demandant à ce que l'État soit contraint par la justice d'agir et de revoir sa politique climatique. Donc c'est vrai que ces trois facteurs-là ont fait qu'on a eu une attention médiatique très forte au moment du lancement, on a eu un intérêt et on a continué à maintenir cette attention-là tout au long de cette période-là, sur ces 3 ans. Je vais vous piquer un petit peu, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est derrière nous. Et par rapport au titre de cette table ronde, la stratégie du choc,
comment vous anticipez de refaire parler de vous, tout simplement? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Bien sûr. Alors sur l'affaire du siècle, c'est pas encore derrière nous parce qu'on attend la prochaine décision du juge dans les prochains jours ou d'ici la semaine prochaine. Et là, ça marquera vraiment la fin de cette première action, puisqu'on a déjà eu une décision du juge en février qui a reconnu la responsabilité de l'État. Et là, on attend cette décision qui va vraiment contraindre l'État à agir. Donc là, on aura tout un enjeu vraiment de communication assez fort pour expliquer ce que ça veut dire concrètement de forcer l'État à agir, ce que l'État va devoir mettre en place réellement pour se conformer à la décision du juge. Mais après, c'est quelque chose, en effet, où, au-delà de cette action de l'affaire du siècle, de manière générale, dans toutes nos actions, on cherche à toujours mobiliser les citoyens pour pouvoir refaire parler aussi de l'action, pour pouvoir apporter des nouveaux éléments. Là, par exemple, on va lancer une prochaine action le 20 octobre, dont je ne peux pas vraiment vous parler pour l'instant, mais je vous invite à rester attentifs à ce qu'on va lancer à ce moment-là. Ce qui n'est pas sur l'affaire du siècle, mais sur un autre des projets qu'on mène, où justement on a ce calendrier juridique qui est un petit peu en pause pour différentes raisons, et en fait des nouvelles révélations vont arriver et qui vont permettre de remettre la lumière, de recréer ça s'appelle du teasing comme mode de communication. Et voilà, mais du coup, ça va être une nouvelle action un peu donc de révélation qui va permettre de remettre la lumière, de refaire parler de ce sujet avec quelque chose justement qui... Alors, est-ce que c'est du choc? C'est peut-être un peu moins du choc que ce que peut faire L214, parce qu'on est moins sur des images qui peuvent choquer, mais on est sur du choc dans les révélations, puisqu'on va révéler des choses dont on peut se douter, mais dont on n'a pas encore vraiment connaissance de manière formelle. Et là, ça va être vraiment quelque chose qui va avoir vocation à recréer un peu d'indignation, puisqu'on a besoin de s'indigner actuellement face à la crise climatique, face à l'inertie des gouvernements, des pollueurs majeurs, etc. On a besoin de créer un peu cette indignation pour pouvoir pousser à l'action, parce que c'est toujours le levier indispensable pendant de ce volet-là d'indignation. C'est comment est-ce qu'on agit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses. Sébastien, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait une partie de votre travail que vous pouviez comparer à celui d'un journaliste, d'un média. Est-ce que aujourd'hui vous vivez comme cela? Est-ce que vous avez l'impression, à certains moments, de faire le travail que des journalistes, à vos yeux, ne font pas? Je pense que les journalistes, ils ont des contraintes qui sont très très fortes. Nous, on apporte un contenu que effectivement des journalistes pourraient aller apporter, pourraient aller chercher par eux-mêmes. Mais ce contenu, c'est un contenu qui est effectivement un travail qu'on peut voir faire par des journalistes dans l'enquête, dans l'investigation, qui ont du temps, qui ont des moyens qui leur sont donnés pour faire ce travail-là. Nous, en fait, on se donne ce temps, on se donne ces moyens pour aller chercher ces images. Et on a aussi cette motivation qu'un journaliste ne va pas forcément avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est touché par la cause animale, quand on y voit une injustice qui est très très forte, c'est un moteur qui est important. Et le journaliste, c'est un métier. Et donc lui n'a pas forcément le même rapport à cette réalité du monde, à cet éclairage que nous, on veut apporter sur le monde. Après, je trouve qu'effectivement, notre travail, il n'est pas tellement sur la stratégie. C'est pas vraiment une stratégie du choc, c'est une gestion du choc aujourd'hui. Quand on est en relation avec des journalistes, on voit bien que comme tout un chacun, j'ai envie de dire, comme tout le monde dans la société, comme la plupart des gens dans la société, ils sont choqués par les conditions de vie, la maltraitance. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas maltraiter ou tuer les animaux sans nécessité. Après, on voit très bien qu'il y a après cette première relation qu'on peut avoir avec des journalistes, il y a ensuite toute la réalité de l'actualité, l'information, des rédactions à passer. Les journalistes sont à la croisée de rapports de force, d'influence, et que c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à passer. C'est-à-dire qu'on a des relations qui sont très très bonnes individuellement avec les journalistes, qui sont généralement choqués. Je ne sais pas, quand on montre des images de couvoirs et de montrer que les poussins au niveau de l'élevage des poules pondeuses sont broyés à la naissance, ou quand on montre les images d'expérimentation sur les vaches, ces vaches à hublot, dont on va faire des expérimentations pour essayer d'optimiser l'alimentation pour que les vaches laitières derrière puissent
puisse faire du lait avec des rendements les plus importants possibles. Quand on montre ces images de truies dans les stalles qui peuvent faire un pas en avant, un pas en arrière, qui ne peuvent pas se retourner, évidemment tout le monde est choqué par ces images. En plus, quand on montre que ces pratiques sont généralisées, on se dit là il y a quelque chose, il y a un sujet. En plus, ce sont des sujets qui sont d'intérêt général. On a des réglementations, on a un rapport aux animaux. On voit bien que les animaux non humains ont des réactions, des émotions qui sont les mêmes que les nôtres, de peur, de panique, etc. Donc il y a tout un faisceau de choses qui nous mettent dans des relations qui sont positives. Mais après, on a toutes ces contraintes derrière qui font que nous, on doit gérer ce choc. Et on le voit aussi encore plus quand on montre des images d'abattoirs, où là, on a des images qui sont très difficiles. La mort est difficilement montrable. Quand vous montrez, par exemple, je pense à l'abattage sans étourdissement, l'abattage rituel d'animaux qui sont rentrés dans un box rotatif, qui vont être retournés sur le dos et saignés par un sacrificateur. Rien que le fait d'en parler, déjà, c'est pas forcément facile à concevoir comme image, mais de montrer ces images-là sur les médias télévisuels, c'est très compliqué. Donc nous, c'est la gestion du choc qu'on doit gérer, alors que c'est une réalité qui est intangible. Enfin, c'est une réalité qui est là, que nous, on peut voir, qu'on peut constater, que les gens sur le terrain constatent. Mais dans une société, on est loin, en fait, puisque le boulot des filières aujourd'hui, c'est de casser ce lien entre l'animal et les produits qui sont dans nos assiettes. Et notre boulot, c'est de le ramener. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est un problème aussi que des journalistes reprennent très directement vos images? Est-ce que de votre côté, il n'y a pas un moment où il y a une surprise aussi d'avoir une caisse de résonance qui est ouverte? À certains moments, vous avez des journalistes qui vous challenge, à d'autres moments, c'est un petit peu moins le cas. Est-ce que c'est pas un problème aussi, ce manque aussi de contradiction à certains moments de la part de rédaction? Si je vais un petit peu plus loin dans ma question, vous fournissez aussi du contenu sur lequel des rédactions vont pas forcément vérifier le moindre aspect. Question très ouverte. Ça, c'est effectivement le travail de journaliste de vérifier. Nous, on fait ce travail, donc on sait qu'on a... Parce qu'en fait, L214, on existe depuis une dizaine d'années. Au début, on n'avait pas forcément la même réceptivité qu'on a aujourd'hui sur nos images. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est construit. C'est un sérieux qu'on a acquis. C'est une crédibilité qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est d'ailleurs notre plus grand trésor et celui qu'on veut préserver absolument. C'est que quand on diffuse des informations et que quelques jours après, le ministre de l'Agriculture ferme ou suspend, en tout cas temporairement, l'autorisation d'un abattoir de continuer son activité, quand on diffuse aussi des emails de mensonges du ministère de l'Agriculture entre ses services et ses bureaux à Paris, et qu'on révèle que, effectivement, du point de vue des services vétérinaires, nos images montrent effectivement des non-conformités majeures, je pense qu'on a toute cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, les journalistes clairement font le travail du contradictoire, vont interroger les éleveurs et les filières qui généralement se taisent à ce moment-là et essaient d'attendre que la tempête passe, mais on a acquis cette crédibilité aujourd'hui. Et je pense aussi que les journalistes ont souvent affaire en fait à des communicants des filières, beaucoup plus qu'à des associations militantes pro-animaux. Et qui fait qu'il y a une espèce d'équilibre. Je pense qu'à un moment donné, l'équilibre, on a un gros déséquilibre entre les moyens des filières et du marketing, de l'accès à la publicité, tout un tas de choses qu'on n'a pas, et qu'à un moment donné, c'est que justice, qu'on puisse un petit peu montrer la réalité de ce qui se passe, qu'on lève un petit peu le voile de ce qui se passe pour les animaux, quoi. Cécilia, même question. Est-ce que de temps en temps, par rapport à vos actions, vous vous dites mais là, je ne comprends pas. Des médias sont en train de reprendre exactement ce que l'on attend d'eux, quelque part. Vous parliez de communicants de filière. Vous êtes, vous aussi, des communicants de vos causes.
Oui, mais je pense que du coup, pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est aussi tout l'enjeu de montrer le sérieux de notre expertise, notre sérieux, tout le travail qu'on fait pour que justement les journalistes puissent venir vers nous pour nous solliciter pour des grilles d'analyse, de compréhension sur des sujets d'actualité. Par exemple, je prends l'exemple de la loi climat aussi, pour faire un peu le contre-pied de la communication du gouvernement qui montrait à quel point la loi climat était bien, répondait aux objectifs et aux propositions des 150 citoyens et citoyennes pour le climat. Bah, du coup, nous, on était là un petit peu pour pouvoir montrer un autre regard, une autre analyse et justement décrypter des choses qui ne sont pas forcément faciles d'accès pour des journalistes parce que ça nécessite de connaître vraiment en profondeur le sujet. Et nous, on est là aussi parce que on est des experts sur ces thématiques-là. Donc, quand le gouvernement propose un délit d'écocide à la place d'un crime d'écocide, en faisant croire que du coup la proposition des citoyens a été entendue, en fait, c'est pas le cas parce qu'on peut pas mettre écocide qui veut dire les crimes contre la maison, on peut pas mettre le mot délit devant. Et voilà, c'est des choses toutes bêtes comme ça. Et donc, du coup, on a vraiment ce rôle-là de pouvoir créer cette relation aussi de confiance avec les journalistes pour qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent venir vers nous parce que c'est un travail. C'est un peu notre. La communication ne sert que le travail de fond que l'on mène. Et pour nous, en tant qu'ONG, de toute façon, on est très très dépendant de cette qualité aussi. On sait qu'on va être attendu au tournant aussi, et donc on a un enjeu. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, d'être vraiment le plus rigoureux possible dans nos argumentaires juridiques et scientifiques pour après pouvoir les transformer en messages de communication qui peuvent être entendus par tout le monde. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. J'ai noté que le 20 octobre, on allait sans doute entendre parler de vos actions. On verra exactement quelle sera la forme prise et vous aurez sans doute l'explication de Cécilia en tête. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Thank you.